Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à ces magazines décryptage, au cours duquel nous allons certainement parler de ce dossier qui a fait couler encre et salive, dossier sur les lampadaires. Où en sommes-nous? C'est avec un journaliste d'investigation, lui c'est M. Maïs Tchibangou. Avec lui, on va essayer d'analyser les contours de ce contrat qui a fait jaser. Bienvenue, M. Maïs. Merci beaucoup. Vous portez très bien? Ça va. Oui, on a vu, vous avez vraiment porté à bras-le-corps ces dossiers. Hein? Oui, c'est normal. Nous sommes journalistes d'investigation, donc il est utile que quand un dossier défraie la chronique, sur demande de nos populations, nous puissions mener des enquêtes pour apporter justement la vérité. Alors, qu'est-ce que vous avez vu de nouveau par rapport à ce qui se raconte sur des réseaux sociaux ou sur la toile, surtout pour les détracteurs des uns et des autres? Alors, nous avons fini par produire un document, 2 documents je veux dire. Vous voyez ici, celui que je tiens, parce que je voudrais qu'on parle principalement des lampadaires. Il y a aussi un autre document que j'ai là, sur les unités de purification. Donc, 2 documents ont été produits. Là, on parle de contrats relatifs à l'acquisition et l'implantation de 2594, parce que là, je vous donne même les chiffres exacts qui sont repris sur le contrat. D'accord, de 2500 kits scolaires dans le réseau d'éclairage public à Kinshasa. La première chose, pour répondre à votre question, nous nous sommes rendus compte que tous les bruits qui ont circulé dans la ville de Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo, sur ces 2 dossiers, ne visaient que la tête du chef de l'État. La tête du chef de l'État ou du ministre des tutelles ou des ministres des tutelles? En fait, les ministres de tutelle étaient... en fait, c'est eux qu'on a affichés. J'étais en train de dire, je voudrais... On va essayer de circonscrire. Allez-y. Quand on a commencé à parler de ce débat, on a dit qu'il y aurait détournement des fonds, qu'il y aurait eu surfacturation. J'ai même vu dans un document, le gouverneur de la ville de Kinshasa, que je vais citer ici, dire, il était dans un terrain de basket, je pense. Le sortant? Oui, le sortant. Merci beaucoup. Il disait que c'est un dossier dont il ne connaissait pas l'origine et qu'on le lui aurait apporté parce que ça a été boutiqué dans je ne sais quelle officine. Mais là, dans ce document que je vais rendre d'ailleurs public, celui qui veut l'avoir n'a qu'à le demander, on va le mettre sur nos réseaux, vous allez vous rendre compte que nous allons publier une lettre du gouverneur de la ville de Kinshasa qui demande, voilà, nous avons ça ici, la lettre, demande d'un accompagnement financier du gouvernement central à la ville de Kinshasa. Donc, c'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui demande au gouvernement central de lui apporter un appui financier. Mais alors que lui, il a dit qu'il ne connaissait pas. Mais il y a une lettre de l'hôtel. La lettre date du 10 juin 2022. 2022. Oui, elle est ici. Et je vais vous préciser quelque chose. Je vous ai emmené un tableau. Vous allez vous rendre compte que durant les 5 ans de M. Gentini Ngobila, à la tête de la ville de Kinshasa, il a signé à peu près 6 contrats des lampadaires. 6. Oui. Et ces contrats ont porté sur une valeur de plus de 100 millions de dollars américains. Et ça, on ne le dit pas aux Congolais. Et pourquoi seulement le contrat des 13 millions? Justement, j'ai demandé à M. Gentini Ngobila, de faire un débat contradictoire. Maintenant qu'il est simple citoyen comme moi, on peut venir faire un débat. Parce que moi, j'ai ici une lettre. Je vais vous dire pourquoi est-ce que... Ça me fait rire. M. Gentini Ngobila, quand il demande l'argent à l'État congolais, le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, accepte. Premièrement, ce qui se passe, c'est que il demande au ministère des Finances de lui allouer à peu près 30% du montant de ce contrat, mais qu'on allait virer dans le compte de l'hôtel de ville. Le ministre des Finances refuse.
il crée un compte séquestre. En donnant des injonctions au banquier, en lui disant, tout ce que je vous dis ici est documenté, hein, ça veut dire que, voilà, tout le monde peut avoir ce document. Et avec des lettres officielles. Quand je vous dis, le gouverneur de la ville a écrit, vous allez retrouver comment je veux dire, la correspondance ici, où le gouverneur de la ville a écrit. Voilà. Donc je disais, quand il demande cet argent, le ministre, connaissant un peu toutes les manies qui se passent dans le pays, crée un compte séquestre auprès d'une banque et il instruit le banquier. Il dit, vous n'allez payer 30% que au propriétaire du contrat, c'est-à-dire la personne, la société Solectra, celle qui gagne le marché, et le reste du montant, les 70%, ne seront payés qu'aux fournisseurs de ces derniers. C'est-à-dire que les virements qui ont été faits sur les comptes des fournisseurs et des lampadaires et des poteaux et des autres accessoires. Mais à 2 reprises, c'est-à-dire la première fois quand il demande et qu'il n'a pas gain de cause, il reviendra en précisant, là, après le début des travaux, dans sa lettre, selon lui, hein, il dit que les travaux sont exécutés à plus de 70%. Et que j'ai besoin que vous envoyiez 40%. Et ça, c'est avec les différentes entreprises? Non. Ici, vous avez posé la question par rapport au dossier Solectra, les 13 millions. Oui. Nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur les autres entreprises. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il demande encore au ministre des Finances de lui donner... Les 30%. Les 30% étaient virés, premièrement, à la société Solectra, mais il faudra retenir, comme je le disais tout à l'heure, que le gouverneur Ngobila avait demandé que ça soit... que ces 30% soient mis dans le compte fonctionnement de l'hôtel de ville. Quand il se retrouve devant ce refus, je pense qu'il a été froissé. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais moi ça me fait mal. Tout ceci se déroule dans un contexte, je veux dire, de tribalisme. Parce que vous allez voir que tous les acteurs dans ce coup appartiennent à une seule province. C'est une honte. Laquelle? Je ne vais pas citer pour éviter que les autres membres de cette province ne pensent que je ne m'attaque à eux. Il se retrouve devant un deuxième refus parce que le ministre des Finances instruit le banquier, lui dit non, vous ne pouvez pas virer cet argent dans le compte fonctionnement de l'hôtel de ville, mais vous devez payer cet argent uniquement aux fournisseurs. Soit dit en passant qu'en écrivant au ministre des Finances, il écrit une autre lettre à M. IGF, et M. IGF lui répond en donnant quitus. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Lui qu'on appelle contrôleur, il accepte, ou il accède à une demande, où son frère de Boala lui demande 40% d'un contrat. Non, mais peut-être il aurait rempli toutes les formalités. Que qui aurait rempli les formalités? La personne, ça dit l'hôtel de ville. Mais est-ce que c'est l'hôtel de ville qui a gagné le marché? Alors que c'est qui? Mais c'est la société Solectra. Pourquoi l'argent devrait être viré dans le compte de l'hôtel de ville? C'est là tout le problème. J'imagine en tout cas. C'est là le problème où, aujourd'hui, ils ont choisi d'exposer le ministre des Finances en disant qu'il aurait détourné. Pendant que le vrai détourneur, ou celui à qui on a empêché de détourner l'argent, c'est l'ancien gouverneur de la ville. Et les preuves sont là. Parce qu'il a demandé qu'on lui donne cet argent et que cet argent ne lui a pas été remis. Et quand il demande cet argent, c'est avec la bénédiction de l'IGF. Parce que l'IGF accepte que cet argent soit viré dans le compte de l'hôtel de ville. Ça, on ne vous l'a pas dit sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, je vous le disais tout à l'heure, pendant les 5 ans, il aurait signé, il a signé entre 5 et 6 contrats, uniquement pour les lampadaires, sur un montant d'à peu près 100 millions de dollars. Pourquoi on n'en parle pas? Il y a une société, Mabeltech, d'un certain monsieur Mabélé, qui lui aussi est de la même province. Je répète, je le dis à ma honte, parce que nous sommes dans un siècle où ce sont des choses qu'on ne peut plus entendre, où les gens évoluent dans un système clanique. Le lampadaire a coûté à l'État congolais, tenez-vous bien, près de entre 20 et 21 000 dollars américains.
On vous fait un gros scénario à la télévision pour un lampadaire qui a coûté à peu près 4 000 et quelques dollars, pendant qu'il y en a un autre qui a coûté 21 000, personne n'en parle. Alors dites-moi que ce n'est pas un coup monté. Je sais que vous êtes quelqu'un de très intelligent, mais j'aimerais que les amis téléspectateurs qui me regardent aujourd'hui me disent ces documents officiels que j'ai signés des mains du gouverneur de la ville, signés des mains de monsieur IGF, qui montrent comment ils ont monté leur coup, justement pour salir le chef de l'État, pour salir le ministre Nicolas Kazadi en passant. J'aimerais qu'on me dise comment un lampadaire qui a coûté 21 000 dollars ne fait pas autant de bruit. Où est allé cet argent? J'ai même produit une émission où j'ai fait les comparaisons. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends. L'avantage d'être un journaliste d'investigation, c'est que quand tu es dans un dossier, tu apprends. J'ai un peu pénétré le domaine. Vous allez voir le nombre de luxe, d'accord, entre les lampadaires installés par Mabeltech. Et Mabeltech est à peu près, je pense, à combien déjà? Nous sommes entre 4 et 5 luxe, pendant que Solectra est à peu près à 80 luxe. Alors comment ces 6 entreprises ont conclu le contrat avec l'Hôtel des Villes dans les cas de lampadaires et le ministre des Finances aurait déboursé l'argent pour ces 6 entreprises? Vous savez qu'il y a dans le compte du gouvernement central des crédits pour chaque province, dans les exercices annuels. Ce sont de l'argent, je veux dire, c'est de l'argent qui appartient aux provinces et que le gouvernement leur doit. Donc chaque gouverneur demande l'argent qui lui est dû et le gouvernement doit décaisser cet argent pour le compte de cette province-là. Donc, il y a un budget de l'hôtel de ville qui est sorti pour les contrats, mais il y a aussi de l'argent qui est sorti, qui est parti du gouvernement central. Mais personne ne parle des autres contrats. Oui, mais parce que simplement, on veut nuire au chef de l'État. Oui, mais là, le problème, c'est la question, c'est de savoir pourquoi le ministre des Finances, lui, en tant que lui aussi, il pourra aussi sanctionner à sa manière. Vous aviez parlé des 6 entreprises qui ont conclu le contrat. Pourquoi lui, il n'a pas refusé de donner des crédits par Est-ce qu'il est habilité à refuser? C'est ça le problème. C'est un caissier. On a assisté, on a vu le ministre des Finances dans certaines mesures où il bloquait. Il pouvait aussi, par rapport à toutes ces entreprises, aussi mettre son droit de veto, et ça pouvait aussi passer. Je ne vois pas comment il l'aurait fait, parce que tout ceci était fait dans l'ordre des choses. Et lui, le ministre a accepté seulement. Ils viennent avec une entreprise... Maintenant, il faudra poser la question au ministre. Je ne suis pas un financier. Maintenant, il faudra poser la question au ministre. Mais je vous dis que tout cet argent, tous ces décaissements ont été faits dans l'ordre des choses et qu'il appartient à chaque gouverneur de demander au gouvernement de lui donner ou de lui doter des crédits qui lui sont dus chaque année. Alors, dans les cas après, maintenant, quand nous arrivons dans la gestion ou dans la manière de gérer, c'est là que le problème se pose. Il y a des gouverneurs, nous le savons, qui prennent l'argent, qui le bouffent, sans que personne après ne s'en aperçoive. Ou même, aujourd'hui, tout le monde veut commencer à louer l'IGF, en disant qu'il fait du bon boulot et qu'il lutte contre la corruption. Mais aujourd'hui, moi j'ai écrit à M. IGF, et il m'a même répondu, mon Dieu, j'ai oublié de vous emmener cette correspondance. Je lui pose la question, je dis, mais monsieur, nous avons 6 contrats, pourquoi est-ce que on n'en parle pas? Mais tout à l'heure, vous avez dit que si ces 6 contrats ont été conclus, c'est en bonne et due forme. C'est que l'IGF aussi a aussi vu qu'il n'y avait pas de vices là. Moi, quand j'écris à M. IGF, il me répond, il dit, l'IGF n'a pas le droit de divulguer, je veux dire, sans que la justice... Il voulait laisser, il laisse la primeur à la justice. Oui. Oui. Alors, moi, je me pose la question, mais comment est-ce que tous ces dossiers sont arrivés sur la place de la presse? C'est un sous-traitant de l'IGF qui en parle. Alors, si ce n'est pas l'IGF qui a divulgué, c'est qui? Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, on se pose la question, dans quel but ces documents se sont retrouvés entre les mains des journalistes? Dans quel but
Les journalistes en ont parlé. Dans quel but? Les journalistes ont même insulté le ministre des Finances. Qu'est-ce qu'on recherchait derrière? Ce qu'on recherchait derrière, c'est quoi? Ce que le public ne sait pas. Il y avait un contrat, ou il y a un contrat, Dieu seul sait si nous allons encore le signer. Quand on arrête le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi, et qu'on l'empêche de voyager, il allait avec le président de la République en France, qui justement, le ministre des Finances, disais-je, devait signer un contrat pour apporter à la République démocratique du Congo un financement de plus de 30 000 lampadaires. De la part de quelle entreprise? De la part d'une entreprise française. Je ne suis pas habilité à donner le nom de cette entreprise ici, mais je peux déjà vous dire que c'est un contrat qui a été négocié avec le gouvernement français et que le gouvernement français était prêt à faire un crédit à la République démocratique du Congo pour l'installation de 30 000 lampadaires et au prix de 4 900. 4 900. Les prix pour lesquels nous, les Congolais, aujourd'hui, on est en train, les prix que nous sommes en train de décrier. Mais le gouvernement français accepte de donner de l'argent aux Congolais pour financer ce projet-là à ce prix-là. Et ils ont empêché au ministre des Finances d'aller signer ce contrat. C'est contre qui? Si ce n'est pas contre le chef de l'État, si ce n'est pas contre son mandat, si ce n'est pas pour qu'on dise demain qu'il est en train de bien travailler pour le compte des Congolais. Oui, mais est-ce que c'est... Donc le chef de l'État aussi a compris, il a accepté à ce que le ministre des Finances réponde. Le problème avec le chef de l'État, c'est que ce n'est pas lui qui comprend ou qui répond. C'est un homme démocrate. Il laisse la justice faire son travail. Et quand la justice interpelle le ministre des Finances, il n'appartenait pas au chef de l'État de dire oui ou non. Ça, c'est clair. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense que je voudrais interpeller l'UDPS. Je voudrais interpeller tous ceux de l'UDPS qui vont me regarder aujourd'hui. Je pense que, vous savez, vous avez déjà entendu parler de Judas. De la Bible. Je sais que je ne peux pas vous poser des questions. De la Bible. Allez, oui. Judas, aujourd'hui, tout le monde le considère comme un traître. N'est-ce pas? Quand on parle de Judas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit tout de suite? La traîtrise. Voilà. Mais à mon avis, Judas n'était pas un traître. Judas était un fin croyant. Judas croyait que Jésus-Christ savait faire des miracles. Judas croyait que Jésus-Christ était Dieu ou est Dieu. Judas croyait que Jésus-Christ était fort. Et en allant vendre Jésus, Judas s'est dit, Bato Baba Yuma, non mais là-bas parce qu'il avait foi dans le Christ que lui avait connu. Celui qui ressuscitait les morts. Celui qui prédisait des choses. Donc il voyait mal des gens venir arrêter le Christ, le fouetter et le crucifier parce qu'il avait le pouvoir de s'échapper. Mais au fait, il a oublié que dans la mission de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas venu se servir lui, mais il était venu servir le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Allez-y. Oui. Parce que je vais vous donner un exemple. À chaque fois que les gens se sont retournés, que les gens ont voulu faire du mal à Jésus, mais regardez, le gars, il a fui. Mais pourtant, il était puissant. Parce qu'il n'avait pas pour mission de se défendre. Sur la montagne, vous allez vous rendre compte que quand le diable lui demande de se jeter du haut de la falaise, il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Mais le diable lui oppose la parole de Dieu, qui dit, selon le livre d'Ésaïe, il n'admettra point que ton pied chancelle. Une fois il arrive dans le temple, il lit le livre d'Ésaïe. Les gens se fâchent quand il dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui. On le suit avec des pierres pour le lapider. Le Christ ne fait pas des miracles, il fuit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a voulu le taper, l'arrêter, il n'a jamais fait. Ça, Judas ne l'avait pas remarqué parce qu'il croyait en la force de Jésus. Et je pense que c'est aujourd'hui la faute des gens de l'UDPS. Les gens de l'UDPS peuvent aller aujourd'hui rencontrer Kagame, vendre le pays. Les gens de l'UDPS. Et penser que Fachi va faire un miracle.
Les gens de l'UDPS peuvent prendre l'argent, peuvent collaborer, même avec, je ne dis pas qu'ils l'ont fait ou qu'ils le font, je dis peuvent. Je parle ici de la possibilité. Parce qu'il y a beaucoup qui se trompent et qui le font, qui entrent en complicité avec les ennemis, en se disant que rien ne va se passer. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer de laisser le chef de l'État vivre avec ses ennemis, manger avec eux. Que sur 90% de fois, non, sur 100% des fois, il a envoyé des gens en justice. Sur 90% de fois, ces personnes ont été relâchées. Mais ces personnes que l'on relâche, demain on va dire quoi? La justice congolaise est faible. Les juges sont corrompus. Les magistrats le sont aussi. Pourquoi? Pourquoi un haut fonctionnaire de l'État peut fragiliser l'État pour lequel il travaille? Pourquoi? Dans quel but? Dites-moi. Et l'UDPS devait faire un peu plus attention dans nos systèmes de collaboration. Sinon, nous risquons de mettre le pays en danger à travers ces mauvais comportements. Merci. Merci beaucoup, M. Machibango. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Très bientôt.